Bonjour à toutes et à tous. On doit être victime du très beau temps qui fait cet après-midi. Les gens ont préféré rester dehors chez eux que dedans avec nous et ils vont manquer quelque chose, ça c'est certain. En même temps, ça permettra de rôder pour certaines ce rôle-là d'intervenant, mais c'est bien, il faut se laisser aller. Donc, au nom du territoire Harmonie Mutuelle Lot-Tarn-et-Garonne, je souhaite la bienvenue donc à cette agora qui est filmée par l'association Midi Vidéo Création. Donc, quelques mots sur. Donc, je suis Michel Coulon, je suis le président du territoire. Je suis entouré d'une 25-26 élus actifs sur le terrain sur les deux départements du Tarn-et-Garonne et du Lot, d'où notre nom. Aujourd'hui, Harmonie Mutuelle donc, est heureuse de vous accueillir pour cette action. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que des mutuelles? Qu'est-ce que c'est Harmonie Mutuelle? Donc, les mutuelles font partie de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des sociétés de personnes à but non lucratif, c'est-à-dire que contrairement aux compagnies d'assurance, qui proposent aussi des contrats de complémentaire santé, elles ne rémunèrent pas d'actionnaires avec les cotisations des adhérents. C'est-à-dire que l'intégralité des bénéfices qu'elles réalisent, et Harmonie notamment réalise, il est réinvesti en faveur des adhérents pour leur santé, pour l'accès aux soins et pour la prévention. Donc elles font également preuve de solidarité en ne pratiquant pas la sélection des risques, contrairement à la plupart des compagnies d'assurance. Leur mission principale, c'est d'intervenir comme premier financeur des dépenses de santé après la sécurité sociale, d'où leur nom de complémentaire santé, mais elles jouent aussi un rôle majeur dans l'accès aux soins, parce qu'elles sont elles-mêmes, on a 2800 services de soins présents sur le territoire, c'est-à-dire des opticiens, des audioprothésistes, des crèches, des maisons de retraite, des ambulances, du matériel médical, etc. etc. Et les mutuelles sont le premier acteur privé de prévention en santé. Harmonie Mutuelle, parce que si nous on ne parle pas de nous, ce n'est pas les autres qui vont le faire. Donc Harmonie Mutuelle est classée première mutuelle de France. Elle couvre 5 millions de personnes en France. Elle accompagne 70 000 entreprises et 145 000 entrepreneurs. Donc les entrepreneurs, les TPE ou les auto-entrepreneurs. Elle fait partie du groupe Vive, qui est le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale. Donc Harmonie Mutuelle compte 5 000 collaborateurs. Et elle a pour ambition et pour mot d'ordre d'avancer collectif. On le voit partout maintenant sur nos affiches, nos différentes publications. Et elles veulent accompagner donc ces adhérents tout au long de leur parcours de vie. Je ne boirai plus. Tant sur le plan financier que logistique et psychologique. Et je sais si, notamment depuis le Covid, la psychologie du peuple en a pris un coup. Il en va de même pour ces entreprises clientes dans leur responsabilité vis-à-vis de leurs salariés. Elle intègre la question du handicap et de l'inclusion dans l'ensemble de ses missions et elle se mobilise pour l'accompagnement des aidants, parce que dès qu'on parle d'handicap, de personnes âgées, de gens qui ne sont pas en capacité complète, il faut des aidants. Et donc il y a besoin de s'occuper d'eux. Pour le développement de l'activité physique et la sauvegarde de l'environnement.
n'est-ce pas, Hélène? La santé de chacun et celle de la société sont interdépendantes, et directement impactées par de nombreux facteurs, notamment nos modes de vie et nos conditions de travail, les inégalités sociales, la richesse des relations humaines ou encore la qualité des milieux naturels dans lesquels nous vivons. Il y a vraiment urgence à agir et c'est pourquoi Harmonie Mutuelle soutient les forces vives des territoires, c'est-à-dire à travers les élus, toutes les associations qui œuvrent au plus près des populations et proposent de nombreuses actions, comme celle à laquelle vous participez aujourd'hui, mais ça peut être auprès de l'association sportive, de l'association culturelle. Pour nous, tous les moyens sont bons pour parler de prévention, de toucher un public le plus large possible. Pour finir, Harmonie Mutuelle est une société de personnes qui appartient à ses adhérents. Elle repose sur un fonctionnement démocratique et elle élit des délégués tous les 6 ans, c'est-à-dire que ce sont les adhérents qui élisent donc des gens pour animer le territoire. Donc les élus du territoire dans les Garonne de l'Aude sont des adhérents. C'est la première des conditions pour animer démocratiquement Harmonie Mutuelle. Et donc à travers ça, les élus participent aux grandes décisions de la mutuelle et agissent pour la santé sur les territoires en organisant un maximum d'actions en fonction des moyens financiers dont nous disposons. Donc chacun a la possibilité de nous rejoindre en tant que bénévole. On ne ferme pas la porte, on est à la disposition pour vous accompagner, quel que soit le temps dont vous disposez. On va arriver maintenant donc, au cœur de l'action de ce jour. Qu'y a-t-il donc obtenu aujourd'hui? C'était la création du programme Cuistots de Glengo. Donc, on a eu l'idée d'associer plusieurs de nos partenaires. Donc, on fait les choses que l'on dit pour mettre en place ce programme. Donc, porté au départ, porté par l'association AMIS, qui travaille sur la ville de Montauban, au travers d'un groupe de 10 enfants qui ont bénéficié de 50 ateliers de prévention sur l'alimentation saine et durable. Les intervenants de ce programme sont présents sur scène. On retrouve donc l'AMIS, aide à une meilleure insertion sociale et scolaire, représentée par Caroline Cossé. À ma gauche, à côté du grand jeune homme, ensuite, on a le CPIE Quercy-Garonne, Centre permanent d'initiative pour l'environnement, représenté par Hélène Decat, qui est ici. Elle va prendre la mer puisqu'elle a un pull marin. Et Cécile Garcia, donc, notre diététicienne nutritionniste avec laquelle on travaille depuis très 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 longtemps. Et Stéphane Galantin, qui est un comédien, produit par une association partenaire également, qui est Patacène, donc qui intervient en milieu rural pour donc l'accès à la culture, notamment le théâtre, l'expression. Voilà. Et fort de ce succès rencontré par ce programme, dont Hélène va vous parler dans quelques instants, on a souhaité le porter vers le grand public au travers de cette agora, comme ils disent nos grands hommes d'Harmonie Mutuelle là-haut à Paris, mais tout simplement qui sont des conférences, des débats ou des spectacles. Donc au sommaire, on va retrouver premièrement le retour d'expérience du programme Cuistots de Glengo, les bases d'une alimentation saine pour les enfants, l'alimentation durable et de qualité, le coût de l'alimentation, c'est-à-dire comment rendre l'alimentation saine et accessible, parce que aussi, voilà, 80% du territoire, c'est aura des pâquerettes au niveau des revenus, donc 5 fruits et légumes, c'est possible, mais on m'a donné des clés pour y arriver. Et ensuite, ce sont des conclusions et des questions avec le public. On se livrera un petit jeu aussi. C'est pour ça que vous avez des post-it jaunes et roses. Mais on y reviendra tout à l'heure.
Donc voilà, on passe à la planche d'après, retour d'expérience du programme Cuisto de Glengo. Et je vais donner la parole à Caroline. Caroline, peux-tu nous présenter d'abord l'assaut, ce qu'est un assaut, ce que tu réalises sur le territoire, c'est très important. Et puis, plus en détail, le programme des Cuisto de Glengo. J'essaie de ne pas tomber parce que quand on est petit, on monte sur une chaise haute, des fois c'est compliqué. Hein. Merci Michel de me donner la parole et bonjour à tous et à toutes. C'est déjà un immense plaisir d'être ici ce soir avec vous pour vous parler de ce grand projet innovant Cuisto de Glengo et du fruit de notre travail collectif. Alors la MIS, c'est aide à une meilleure insertion scolaire et sociale. Donc c'est une association locale qui est donc à Montauban et qui œuvre depuis plus de 35 ans maintenant auprès des enfants et des familles, plus principalement de quartiers prioritaires de Montauban et fréquentant des établissements en réseau d'éducation prioritaire. Notre mission principale, c'est de favoriser l'égalité des chances et l'épanouissement des jeunes par le biais de l'accompagnement à la scolarité. Donc, au-delà de ce soutien, on travaille aussi avec des actions de parentalité, puisque nous sommes convaincus que l'implication des parents est essentielle à la réussite des enfants. Donc nous sommes dans plusieurs écoles et un collège de Montauban où nous aidons donc les enfants à faire les devoirs, mais aussi à développer leur curiosité et leur esprit critique. Voilà. Comme Michel l'a souligné, l'alimentation des enfants est capitale et forte de ce constat et des observations que nous avons aussi au sein des écoles où nous intervenons le soir à Montauban, nous nous sommes aperçus en fait malheureusement que les goûters étaient pour la majorité des enfants surtout des produits transformés, qui n'étaient pas forcément adaptés aussi à leur âge, pas forcément équilibrés. Donc, on s'aperçoit que les enfants, tout petits déjà, ont des problématiques de surpoids, de carence, pour certains. Donc, c'est pour ça que la MIS, dès qu'Harmonie Mutuelle nous a proposé ce projet en fait innovant, on a adhéré tout de suite parce que c'est vrai que ce programme innovant, cette initiative, en fait, s'aligne parfaitement avec notre volonté d'agir concrètement sur la santé et le bien-être des jeunes que nous accompagnons. Donc, on était convaincus qu'il fallait agir, transmettre de bons réflexes et avoir une approche ludique, surtout, et concrète. Et rendre possible grâce, bien sûr, donc, à Harmonie Mutuelle et aux partenaires d'Harmonie. Alors, le programme Cuisto de Glengo, ça s'est passé à la Maison des Associations, dans les locaux de la MIS. Donc, nous, on est situé au quartier Médiathèque, qui est un quartier Médiathèque, qui est un quartier prioritaire de la ville de Montauban. Donc on a participé avec 10 enfants qui avaient entre 9 et 11 ans, de la classe du CE2 au CM2. Donc ça s'est déroulé pendant les vacances scolaires du 14 au 18 avril 2025. 5 ateliers donc de 2 heures chacun et pendant les après-midi. Donc voici comment la semaine a été structurée. Donc le lundi 14 avril, c'était la découverte des goûts. Donc dans les locaux de la MIS, avec Cécile Garcia, la diététicienne, et avec Sophie Rambaud du CPIE. Grâce à des jeux de photolangage, des dégustations à l'aveugle,
Et donc ils ont appris à identifier les différentes saveurs. Bien sûr, il y avait Stéphane Galantin, le comédien, qui était déjà présent. Il observait pour s'imprégner de l'ambiance. Le deuxième jour, donc mardi 15, c'était la sensibilisation à la nutrition. Donc toujours avec Sophie, Cécile. Cet après-midi était consacré à l'apprentissage de la composition de repas équilibrés. Et donc au décryptage des étiquettes des produits. Le tout rendu dynamique par des jeux challengeants et qui ont fait bouger un petit peu les enfants. Le troisième jour, c'était la visite à la ferme du Ranier. Donc là, c'était un moment fort puisque les familles étaient invitées. Donc là, ils ont pu découvrir en fait l'agriculture locale et comprendre l'importance des circuits courts. Le jeudi 17 avril, donc c'était la préparation du spectacle avec Stéphane, le comédien. Donc les enfants ont travaillé sur une performance créative, intégrant de manière ludique tous les messages clés appris sur l'alimentation saine et durable durant les 3 premiers jours. Et enfin, le vendredi, donc le 18 avril, donc c'était l'atelier cuisine, donc avec Cécile et Lorraine, et bien sûr le spectacle de clôture. Donc en cuisine, les jeunes chefs se sont activés pour préparer un goûter équilibré, offrant à la fois donc, des options salées et sucrées. Donc entre autres, au menu, on avait un taboulé veggie, des brownies aux lentilles et de l'eau fruitée. Et ce fut suivi donc par la présentation du spectacle devant les parents et clôturé bien sûr par la dégustation des préparations. Donc les enfants ont été soutenus tout au long de la semaine par les élus d'Harmonie Mutuelle, donc Michel, Dominique, Michel. Et ils ont été médaillés aussi donc par les élus. Donc ils étaient très fiers d'avoir leur médaille. Ils sont aussi repartis avec un livret récapitulant donc, toutes les informations reçues durant la semaine, les recettes bien sûr, ainsi que les jeux qu'ils ont effectués. Donc au fil de ces ateliers, les enfants ont appris les bases des nutriments. Ils ont exploré bien sûr les produits locaux et de saison. Et l'objectif était bien sûr de les rendre acteurs de leur alimentation et de les sensibiliser à leur rôle dans la préservation de notre environnement. Alors ce fut une expérience incroyablement enrichissante. Déjà l'engagement des enfants, leur curiosité, leur motivation nous ont vraiment impressionnés. Et nous sommes convaincus que c'est en agissant dès le plus jeune âge, avec, de manière concrète et ludique, que l'on peut véritablement éveiller donc, les consciences et créer de nouvelles habitudes. Voilà. Et les cuistots des Glingos en sont un bon exemple. Et on vous remercie, Harmonie, vraiment pour ce beau projet. Voilà. Merci Hélène. Tu vois que voilà, c'est le micro à Stéphane, moi j'en ai pas besoin de voir Stéphane. Donc, tu vois que tu es arrivé tranquille. Voilà. Merci donc à Hélène. Les questions, vous les mettez de côté, on les posera à la fin. Et donc, les enfants ne sont pas là aujourd'hui, mais on a des images. Et donc, après, j'ai appris qu'il fallait 10 litres de lait pour faire 1 kilo de fromage, qu'il y avait des insectes, il y avait des parasites dans la cave à fromage pour faire la croûte. Il y avait différents fromages. Il y en avait qui étaient durs, il y en avait qui étaient mous, il y en avait qui étaient blancs, d'autres gris. On pouvait recycler pour gaspiller moins de plastique. Oui. Si on mangeait moins de viande, on pouvait faire moins de dégâts sur la planète. Et aussi qu'on devrait plus manger de légumes. On pouvait manger des bonbons tous les mois. Je trouve que le programme était plutôt bien. D'aller à la ferme, de découvrir le fromage, le lait, d'apprendre l'alimentation sur le bateau, surtout. C'était incroyable.
maintenant, mon ami Stéphane, Hélène Ladi, qui a assisté au premier jour et d'autres, pas tous les jours parce que tu avais un empêchement une journée de mémoire. Mais donc, nous t'avons demandé d'intervenir parce qu'on est persuadé que par le côté du jeu, par le côté humour, on arrive à on me dit qu'il faut que je reste debout, que je prenne le micro. J'écoute. Donc, oui, ça va mieux, effectivement. Le but du jeu, c'était que tu t'imprègnes de ce que disaient les enfants, ce que vivaient les enfants, ce que tu avais vu, qu'ils réalisaient, etc. Pour ensuite, éventuellement, retransmettre, rendre vivant ce retour d'expérience. Donc, tu as joué avec les enfants ou c'est eux qui ont joué? Comment ça s'est passé? Les deux. Les deux, mon frère. À toi, Stéphane. Merci Michel et bonsoir tout le monde. Donc Stéphane Galantin, je suis comédien, humoriste et du coup je fais des spectacles à la demande, voilà, avec des thèmes appropriés. Et là, ça en fait partie justement sur Puisto des Glingos. Et c'est vrai que ça a été une expérience. De toute façon, toutes les expériences sont enrichissantes. Et c'était surtout de voir ce qu'on était capable de faire avec les enfants en très peu de temps. Donc pour revenir sur ce qui a déjà été dit, c'est que les enfants ont été à l'écoute, ont été curieux et ont vraiment, peut-être pas cherché à comprendre absolument, mais en tous les cas ont vraiment joué le jeu à 100%. La plus grosse difficulté pour moi, c'était de ne pas connaître justement à qui j'allais avoir affaire au niveau des enfants. Et puisqu'on peut travailler avec de l'improvisation, on peut travailler avec des textes, mais les enfants, c'est vrai que eux, il y a quand même un âge minimum, on va dire, pour pouvoir voir un petit peu comment ils réagissent, mais c'est surtout après une envie et vraiment une vraie participation. Et à ma grande surprise, quand j'ai attaqué l'atelier le jeudi, donc tous les soirs, je rentrais, j'écrivais, je retranscrivais, j'avais une base de préparer par rapport à ça. Et le jeudi, quand j'ai attaqué l'atelier, sur ceux que j'avais misés, les plus grands, les plus autonomes, on va dire, comment dirais-je, les plus débrouillards, eh ben, ils n'ont pas eu envie. Voilà, ils n'étaient pas motivés, ils n'étaient pas volontaires, et donc je ne travaille pas sous la contrainte, tout du moins pas encore, mais du coup j'ai, voilà, on avait peu de temps, donc il a fallu faire un choix. Et ces enfants, c'était de les laisser, pas sur le côté, mais bon, s'ils voulaient rentrer dans le jeu, à un moment donné, ils auraient pu rentrer. Mais ils n'en ont pas fait la demande plus que ça. Et du coup, il a fallu travailler avec les plus jeunes, mais qui étaient par contre motivés et qui avaient envie, et qui ont vite compris le principe de travail de ce côté de spectacle. Sachant que la plupart n'en avaient pas vu, ne savaient pas forcément ce que c'était et ce qu'on pouvait attendre d'eux. Donc voilà, donc partant là-dessus, on a eu à peu près 2 heures pour travailler un petit peu le spectacle. Donc de là à mémoriser un texte, c'était tout simplement impossible. Hein, même pour un adulte entraîné, ça reste quand même compliqué. Donc du coup, on a improvisé un pupitre et les enfants ont pu faire le spectacle tout en ayant le texte sous les yeux. Mais ils s'y sont investis et ça, c'était une bonne chose. Et donc je suis revenu donc sur les principes de nutrition, de diététique, essayer de parler aussi de l'environnement au milieu de tout ça, en essayant de ne pas dépasser 15 à 20 minutes pour ne pas justement fatiguer les enfants et qu'on perde une attention particulière. Et l'avantage de faire monter les enfants sur scène et de les faire travailler, les faire jouer, ça sensibilise encore un peu plus les parents. Donc ils sont encore un peu à l'écoute, encore plus à l'écoute quand les enfants le font. Et puis les enfants ont entendu des phrases, ils les ont retenues. Et en fait, la volonté dans ce spectacle-là, c'est de se dire que les enfants, chez eux, à un moment donné, ils auront le réflexe, peut-être, en plus de ce qui avait été dit par Cécile, par Sophie, peut-être d'avoir encore une percussion par quelque chose qui les a marqués dans le spectacle. Donc l'avenir nous le dira, on verra un peu ce qu'il en a été. Mais en tous les cas, j'ai été surpris
je dois le dire, par rapport au rendu, parce que les enfants étaient vraiment hyper motivés pour jouer le spectacle. Et c'était une grande satisfaction, en tous les cas, d'avoir réussi à les amener jusque-là. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur ce retour d'expérience. Effectivement, pour revenir sur ce que disait Michel à la base, c'est que effectivement, soit l'humour ou autre, mais en tout cas, quand on arrive à travailler une matière sur le côté artistique, on amène forcément une dimension supplémentaire et ça le rend très attractif pour les concernés. Voilà. Merci à vous et merci pour cette semaine-là. Merci Stéphane. Donc, Cécile. Maintenant, ça va être à toi. Donc, on est sur la partie qu'est-ce que sont les bases d'une alimentation saine donc pour les enfants. Peux-tu nous dire quelles sont les principales lignes sur l'alimentation équilibrée que tu as pu transmettre durant cette semaine donc à ces enfants? Bonsoir à tous et à toutes, je suis ravie d'être parmi vous ce soir et j'ai été vraiment très heureuse de participer à ce projet très très innovant avec Harmonie et tous les partenaires. Nos différents ateliers ludo-pédagogiques ont été pensés donc, pour mêler apprentissage et plaisir avec une approche participative axée donc, sur le jeu et l'expérimentation. Il a fallu que je connaisse, donc j'apprenne à connaître l'ensemble des 10 enfants. Donc pour cela, un petit quiz avec une journée type alimentaire leur a été présenté, ce qui m'a permis d'évaluer un petit peu leurs connaissances déjà de base et leurs pratiques. Voilà. L'idée surtout était de les amener à réflexion de façon concrète et en partant d'eux, pour qu'ils puissent pas à pas, bien sûr, améliorer leur équilibre alimentaire, le tout adapté à leur mode de vie. Et surtout comprendre qu'une alimentation saine repose sur l'équilibre et surtout la variété. Donc en mangeant un peu de tout, en quantité adaptée, sans oublier, donc on a parlé de la notion de plaisir et de convivialité. Voilà, les objectifs étaient bien grandir, donc être en forme, préserver sa santé et sa planète. Et l'objectif aussi, faciliter l'adoption donc de bonnes pratiques et une relation positive avec les aliments. Voilà, il n'y a aucun aliment qui a été diabolisé, mais on a expliqué voilà pourquoi il faut éviter les aliments ultra transformés qui malheureusement ils consomment beaucoup dans les goûters, les petits déjeuners et les boissons sucrées aussi. Voilà, donc le problème qui pêche, c'est pour les enfants, donc vraiment le sucre caché dans les boissons et les aliments ultra transformés, avec bien sûr les fruits et légumes qui manquent aussi au repas. Donc pour cela, j'ai utilisé un outil ludique, le bateau. Donc le bateau équilibre que vous voyez donc ici. Et donc les enfants ont pu voir que le bateau, il arrive à naviguer aussi grâce à l'eau. On ne la voit pas ici, mais l'eau qui est la seule boisson indispensable à l'organisme. Donc du coup, on a retravaillé sur les boissons sucrées, expliquer que ça ne couvre pas l'eau, les boissons sucrées, et qu'il faut à peu près 1 litre d'eau minimum par jour, mais de l'eau, pas des boissons autres. Voilà, la coque du bateau, donc qui représente vraiment tout ce qui est croissance, développement de l'enfant, avec les différents groupes d'aliments, les produits laitiers, les viandes, les poissons, les œufs avariés et même les matières grasses aussi, qui permettent un bon fonctionnement au niveau du cerveau, des hormones et qui protègent toutes nos cellules du corps. Donc j'ai trouvé ce bateau, l'image de l'illustration super intéressante. Avec au bout, ça reprend, donc qu'est-ce qui va freiner le bateau? C'est bien sûr les aliments ultra transformés, donc c'est tout ce qui est viennoiserie industrielle, les gâteaux industriels, les sodas, les donuts, les plats préparés tout prêts. Et donc ça a amené les enfants à réflexion. Les nouvelles recommandations, c'est 2 par jour et Nutri-Score A, B ou C. Et là, on est plus dans la moyenne de 6-7 actuellement pour les enfants, voire plus.
chaque jour. Le problème, c'est que ça crée des inflammations, ça favorise aussi le surpoids, l'obésité, et ça agit même au niveau de l'intestin, et ça provoque un mauvais fonctionnement du microbiote qui protège le corps et même qui intervient, même c'est notre deuxième cerveau. Donc voilà, l'idée c'était de les sensibiliser. Les voiles, donc les voiles sont comment le bateau va avoir de l'énergie pour avancer, donc les féculents, les céréales, les légumineuses, couplés aux fruits et légumes qui sont des aliments protecteurs pour le corps, mais qui sont aussi indispensables que les féculents. Donc on a travaillé un atelier autour des fruits et des légumes, un atelier sensoriel pour une approche un peu différente avec des jeux, des dégustations. Allô, c'est bon. Excusez-moi. Et les enfants donc ont adoré ce jeu. Bon, c'était croque-radis, dégustation de fraises, c'était des fruits de saison bien sûr et locaux. Donc, voilà. Ils ont pu voir aussi la diversité aussi qu'il y a au niveau des fruits et des légumes. Et donc les inciter à augmenter leur consommation. On sait que c'est compliqué les 5 poignées de fruits et de légumes par jour, mais l'idée c'était qu'ils progressent pas à pas. Donc si déjà ils ont 1 ou 2 portions, ils vont augmenter tout doucement à 1 de plus, voire 2 de plus. Voilà, l'idée c'est des objectifs réalistes. On sait très bien qu'on ne va pas tout modifier en 6 heures de temps, mais qu'on va créer, amener de l'esprit critique et amener à réflexion les enfants et les familles. Voilà. Je voulais vous parler aussi de l'atelier cuisine qui a été proposé, donc où les enfants ont pu découvrir les légumineuses, faire un brownies donc aux lentilles au chocolat, avec une idée donc de petit déjeuner et de collation pour qu'ils évitent de consommer tout le temps que des produits ultra transformés. Le taboulé au VG aussi qui était là avec le pois camolle, c'est une purée de pois cassés et des bâtonnets de légumes pour reprendre un petit peu l'idée aussi d'apéritif original. Et l'association donc du taboulé et du brownies, on a parlé pour remplacer la viande, donc et diminuer les portions de viande, de l'association des céréales avec les légumineuses, pour bien sûr aussi préserver notre planète. Voilà. Ensuite, on va parler de la nouvelle pyramide méditerranéenne pour les enfants, donc qui reprend les points clés. J'ai trouvé cette image super intéressante à vous faire partager, donc qui vraiment représente l'ensemble des fréquences, des portions à consommer chaque jour et sur la semaine. L'équilibre, il s'obtient aussi sur la semaine. Donc avec la dimension, bien sûr, activité physique tous les jours, 60 minutes, avec un repos adéquat. Excusez-moi. Et bien sûr, le choix des produits locaux et de saison. Et ça reprend l'activité culinaire. Donc dès le plus jeune âge, vraiment les faire cuisiner, les faire participer, les faire goûter. Ça sera plus simple pour eux en grandissant de s'alimenter de façon saine. Voilà, au niveau des boissons sucrées, je vais y revenir. Souvent les enfants disent mais non, mais il y a de l'eau dedans, je bois quand même. Non, même un jus de fruits industriel, vraiment est considéré comme une boisson sucrée, un produit sucré. Ce n'est pas de l'eau. Et les dernières recommandations, donc c'est un demi-verre par jour. Donc on est loin du compte. On voit souvent les enfants consommer 3-4 verres de jus par jour et ils disent bon c'est plein de vitamines, mais non. Donc là de façon visuelle on leur a montré un carré de sucre, ce qui était équivalent, et ils se sont rendus compte en fait par leurs besoins qui sont de 40 à 50 grammes par jour que certains dépassaient beaucoup les carrés, voire doublaient. C'était quasiment 80 grammes de sucre par jour, donc ce qui pose problème au niveau du surpoids, de l'obésité, mais aussi des enfants qui sont super excités, qui n'arrivent pas à dormir, et le microbiote qui est très très perturbé. Voilà.
Ensemble, je pense qu'on va avancer vers des choix alimentaires plus éclairés en continuant notre prévention. Et on doit donner donc les clés aux enfants pour adopter des bonnes habitudes, je pense, dès leur plus jeune âge. C'est super important. Voilà. Je vous remercie. Merci. On continue donc le programme. Donc on va sur l'alimentaire durable et de qualité. Donc Hélène va nous démontrer qu'au-delà des mots, sur le terrain, c'est faisable. Donc Hélène, peux-tu nous dire quel est le premier point, plus, c'est connaître la réponse, à respecter pour manger responsable? Chiche, les petits pois? Bonjour à tout le monde, donc, je suis Hélène Deca, je suis la directrice du CPIE Quercy-Garonne. Donc, on est une association de 9 salariés et notre activité principale c'est la sensibilisation à l'environnement, le développement durable, l'éducation à l'environnement, je dirais. On accompagne aussi les territoires et les collectivités sur la mise en place de démarches de développement durable. Donc on travaille de plus en plus sur ce qu'on appelle la santé environnementale et l'alimentation, ça en fait partie. Et c'est vrai qu'on est ravis qu'Harmonie Mutuelle ait fait appel à nous pour les accompagner dans ce projet Cuisto des Glingos. C'est un projet qu'on a déjà mené plutôt en milieu scolaire, avec des infirmières scolaires, avec nutritionnistes, avec aussi des agriculteurs. C'est un projet qui a vraiment beaucoup plu, donc on est vraiment ravis de pouvoir le faire en partenariat et d'avoir réitéré l'expérience avec vous. Voilà, donc les points principaux pour avoir une alimentation responsable, donc il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Et c'est ce qu'on a essayé de faire passer aux enfants pendant toute la semaine. Et le principe de la sensibilisation à l'environnement, c'est quand on passe par des enfants, c'est aussi d'accentuer un peu l'effet rebond vers les parents pour que l'info remonte vers les parents, d'où la réalisation d'un livret, d'où les spectacles en fin de semaine. L'idée, c'est de passer par les enfants pour sensibiliser aussi les parents, c'est vraiment très important. Donc voilà, les grands principes, c'est, on en a parlé tout à l'heure, les circuits courts, hein, c'est vraiment c'est le plus important, c'est le local, c'est manger de saison, c'est favoriser plutôt les fruits et légumes et manger moins de viande, manger moins carné, donc ça c'est plutôt des bonnes démarches. Et on parlait des pois, donc les pois ça fait partie du groupe des légumineuses, donc c'est les gagnants en termes de préservation de l'environnement, c'est des cultures qui nécessitent très peu d'eau, c'est des cultures en plus qui fixent l'azote du sol, donc qui nécessitent très peu d'intrants et très peu d'engrais et qui conservent les sols. Et c'est aussi un allié de l'alimentation équilibrée puisque les légumineuses, elles sont très très riches. Donc dedans on met les pois, on met les haricots, on met les lentilles, le soja en fait partie. Voilà, c'est riche en glucides, en fibres, en vitamines, en minéraux, en protéines. Donc c'est plutôt très recommandé pour une alimentation équilibrée. Donc les impacts de l'alimentation sur l'environnement sont plutôt multiples. Et démarre du début de la production de l'aliment jusqu'à sa consommation. Et bien sûr, vous connaissez tous l'émission de gaz à effet de serre, donc dedans on peut y intégrer le transport quand un aliment vient de l'autre bout du monde pour revenir chez nous. On peut y intégrer aussi les cultures qui sont hors saison et qui nécessitent du chauffage, comme les tomates poussées sous serre, qui vont par exemple vont émettre 7 fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate poussée sous serre sans chauffage. Il y a aussi la consommation en eau, donc les cultures qui sont très demandeuses en eau. 48% de
la consommation d'eau en France est dédiée à l'agriculture. Et puis donc la dégradation des sols, donc comme je vous disais, avec par exemple les intrants, les engrais qui vont dénaturer les sols, ou alors les défrichements, les déforestations qui vont détruire complètement les sols pour faire une agriculture pas forcément adaptée. Voilà donc quelques petits exemples de l'empreinte eau de notre alimentation. Excusez-moi. Donc l'empreinte carbone, elle est assez liée à l'empreinte eau. Donc l'empreinte eau liée à notre alimentation, donc pour ce qui est viande, donc c'est forcément la viande rouge, le bœuf, ensuite le cochon, enfin le porc et ensuite la volaille. Donc là on est plutôt, on va du plus au moins. Une petite aparté petite précision sur le chocolat. Donc le chocolat qui nécessite énormément d'eau. Donc l'empreinte eau, elle est liée au lieu de production de l'aliment. Donc forcément, tout ce qui est industriel va nécessiter beaucoup plus d'eau dans des pays qui peuvent être sous-développés le plus souvent avec des tensions déjà sur l'eau, des tensions hydriques. Donc on va contribuer à mettre le pays sous tension au niveau de l'eau. Donc ça augmente l'empreinte eau. C'est pour ça que le chocolat est si bien noté, si mal noté en termes de consommation d'eau. Voilà. Donc on va effectivement, là on trouve encore que la viande est le plus impactant en termes de consommation d'eau. Et au niveau carbone, c'est plutôt la même chose. Donc si vous voulez quelques petits éléments sur le sujet, il y a des choses sympas sur Internet, sur nos gestes climat. Donc vous pouvez trouver un petit peu toutes les solutions pour réduire votre empreinte carbone et empreinte eau dans votre alimentation. Un petit exemple des gaz à effet de serre, donc l'empreinte carbone liée à l'alimentation. Donc il y a 3 plateaux. Donc clairement, on voit que ce qui est végétal, le plateau végétal tout en bas émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que le plateau tout en haut qui comprend de la viande en fait. Voilà, tout simplement, c'était pour confirmer. Alors, pour continuer sur l'impact de l'alimentation sur l'environnement, il y a un gros impact qui est pas forcément très, très clair, c'est le gaspillage alimentaire. Donc c'est 25 kg d'aliments consommables par an qui sont jetés, dont 7 kg qui peuvent être encore emballés par habitant dans une poubelle. Et donc ça, c'est forcément un impact lié au traitement au ramassage des déchets, au transport des déchets et au traitement des déchets. Donc le gaspillage alimentaire, c'est vraiment une donnée importante aussi. Et donc, comme je le disais, la production du déchet, 43% de nos déchets alimentaires sont a priori du gaspillage alimentaire, selon les études récentes. Voilà, et ce qu'on jette beaucoup, c'est ce qui est légumes, beaucoup, légumes, liquides et puis fruits. Voilà. Et on fait un petit lien maintenant sur l'alimentation et la santé. Donc, il existe, et donc là on va plutôt parler de contenants, de matériel de cuisson, donc avec des perturbateurs endocriniens. Donc c'est des molécules qui ne sont pas encore très connues. Il y a des programmes de plus en plus financés par l'État, par l'Agence régionale de santé, sur les perturbateurs endocriniens et la prévention. Donc les perturbateurs endocriniens, c'est des substances chimiques qui peuvent être naturelles, quelques-unes sont naturelles, beaucoup sont de synthèse, et on les trouve un petit peu partout, donc autour de nous, dans notre environnement. Donc dans l'alimentation, par exemple, tout ce qui est emballage, donc les emballages plastiques, emballage de films alimentaires, les boîtes de conserve, des bouteilles plastiques,
les divers contenants. Là, on voit ustensiles de cuisine en plastique recyclé. Et puis, tout ce qui sert à la cuisson aussi, les poêles anti-adhésives, donc le téflon qui est sur nos poêles très souvent. Et il y a les moules en silicone. Le silicone aussi émet des perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est des molécules qui ont un impact sur le système hormonal et qui peuvent avoir à long terme des effets plutôt cancérigènes, plus ou moins avérés. Voilà. Donc pour conclure, l'alimentation durable et de qualité, comme je le disais au début, c'est vraiment l'important, c'est de favoriser les circuits courts, de réduire la viande, de privilégier les emballages en verre et le vrac pour limiter les emballages, privilégier l'inox et le verre aussi pour la cuisson, et si possible réduire les pesticides donc, qui dégradent les sols et qui impactent directement notre santé, notamment parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens dans les pesticides. 73% des fruits, je vais dire conventionnels non traités, comportent au moins un résidu de pesticides, et 46% des légumes conventionnels comportent au moins un résidu également de pesticides. Donc vous avez quelques labels, enfin 2 labels d'agriculture biologique à l'échelle européenne ou à l'échelle française sur la droite. Voilà. Et on parle beaucoup de circuits courts. Hein. Donc les circuits courts, effectivement, ça a disparu depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était beaucoup plus fréquent avant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu développement de l'agriculture intensive, de la mécanisation, de la standardisation des productions. On a déconnecté le consommateur de l'agriculteur et de la ferme. Et on a donc mis des intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser le plus possible les circuits courts avec des marchés de producteurs. Donc à Montauban, il y en a 3 qu'on a identifiés. Donc Place Lalac le mercredi, Place Griffoul le mercredi aussi. À la médiathèque Plein Vent le jeudi. Et puis sinon, vous pouvez aller dans des magasins de producteurs, donc la ferme des Pitbulls à Montauban, le domaine de la Prade à la Cour-Saint-Pierre, ou bien le Bon la Brute et les Gourmands à Saint-Étienne-de-Tulmont. Donc là, il y a un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Et du coup, on valorise beaucoup plus la production agricole locale et on valorise nos agriculteurs. C'est plutôt très intéressant. Les bénéfices, ils sont sociaux, ils sont environnementaux. Et tout le monde est content. Il y en a un supplémentaire que vous n'avez pas nommé, c'est le carré-tout. Le carré-tout. Ah, le carré-tout, oui. Effectivement. Magasin de producteurs, il y en a deux à Montauban, je crois. Ok. Il y en a un, je crois, Régnès. Ah ben, il faut compléter, effectivement, j'ai peut-être pas tout. Voilà. Merci. Voilà, donc j'ai fini. Donc, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir permis de participer à ce projet. Merci Hélène. Cécile, comment rendre l'alimentation saine accessible? Parce que j'entends autour de moi, moi je n'ai pas les moyens d'acheter 5 fruits et légumes, patates et couffins. Donc je suppose que tu as des pistes. Pu échanger pendant la semaine. Peux-tu nous les livrer, s'il te plaît? Alors, il y a quelques petites astuces. Donc, Michel t'en a parlé donc, du potager. Donc, c'était la question. Et je trouvais assez intéressant, d'ailleurs. De plus en plus, d'ailleurs, dans les villes et à Montauban, ça se développe. Les jardins familiaux, donc notamment ceux qui sont situés à proximité du quartier de la médiathèque. Tout cela qui crée aussi du lien social et de l'entraide, donc pour la production de légumes de saison, ce qui est assez intéressant, je pense, pour mieux manger et que ça coûte moins cher, tout en ayant à disposition tout le temps ces légumes de saison et même en préparer pour en avoir au congélateur pour l'automne, l'hiver par exemple à venir, ce qui est toujours aussi agréable, et même faire ces conserves, je dis des ratatouilles, haricots verts, coulis de tomates, tout ça, ça fait faire des économies après dans l'année, dans son budget course. Une autre solution aussi,
Pour le budget course, c'est vraiment de planifier ses repas, ses menus pour la semaine. Donc chaque vendredi, par exemple, vendredi soir, par exemple, en prévoyant aussi 1 à 2 heures de bas cooking dans le week-end pour préparer ses futurs repas, donc et réduire surtout le gaspillage alimentaire, mieux manger. Et c'est qu'en modifiant vraiment le contenu des repas qu'on va pouvoir aussi agir sur ce budget et ce gaspillage qui malheureusement on voit, c'est quand même assez ambivalent. On jette beaucoup de fruits et de légumes, on gaspille beaucoup alors que bon, globalement on n'en consomme pas suffisamment mais on jette. Donc il y a toute une réflexion à faire là-dessus. Donc le bas cooking, préparer ses crudités non assaisonnées, congeler des plats qu'on a fait en plus grande quantité. Au niveau du pain aussi, il y a beaucoup de gaspillage, donc je préconise d'acheter du pain de campagne ou de céréales tranchées et de le mettre au congélateur le premier jour, ne prendre que ce qu'on a besoin donc pour chaque repas. On se rend compte qu'il y a beaucoup de pains qui sont jetés et gaspillés. Surtout aussi, on va alléger son budget, excusez-moi, en faisant de la cuisine maison. Ça, c'est super important parce que bon, d'acheter des plats tout prêts qui ne sont pas forcément très bons pour couvrir nos besoins, ça coûte plus cher au final. Et cuisiner avec des aliments qui sont plus simples et peu transformés, faire ses gâteaux maison soi-même. En ce moment, on peut faire par exemple des clafoutis avec les cerises, des gâteaux au yaourt avec les pommes, des brownies comme on a fait nous-mêmes en associant les légumineuses qui sont peu chères, les pancakes maison, les crêpes, faire son muesli aussi, les pâtes à tarte aussi maison, des flans, des entremets qui sont souvent achetés au rayon à côté des yaourts. Les enfants pensent que c'est des produits laitiers. Mais on peut les faire aussi maison et aussi être acteur de la quantité de sucre ou de miel qu'on met dedans. Et faire des économies, ça coûte 2 fois moins cher de se faire son riz au lait que d'acheter 4 semoules au riz au lait au rayon frais. Et c'est meilleur aussi et on sait ce qu'on y met dedans. Choisir donc aussi d'acheter en vrac les légumineuses mais aussi les fruits à coque. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les nouvelles recommandations, tout ce qui est fruits à coque, amandes, noix, noisettes, c'est chaque jour une petite poignée pour les enfants, c'est dans les nouvelles recommandations. Donc ça, on peut l'acheter en vrac et faire des petits mélanges sympas. En choisissant aussi de ne plus acheter autant de boissons sucrées, bien sûr on peut les garder à l'occasion de certaines fêtes, anniversaire de l'enfant par exemple, voilà, mais que occasionnellement aussi on allège son budget parce que tout ce qui est boissons sucrées, soda et tout le reste, ça coûte cher. Voilà. Juste pour vous dire que les produits ultra transformés, aussi, ils ont une faible densité nutritionnelle, mais ils coûtent aussi très cher. Et on gaspille aussi, on jette à la poubelle je ne sais pas combien de paquets de plastique. Et on paye aussi le marketing et la publicité qu'ils font sans cesse, malheureusement, pour ces aliments. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui pose problème, nous, au quotidien. Quand on reçoit les familles, oui, mais on avait la télé, oui, mais voilà. Donc j'espère qu'un jour tout ça va cesser. Bon, derrière, il y a les lobbies, voilà, l'agroalimentaire. Aussi, je pense qu'en diminuant aussi certaines portions, il y a pas mal de personnes qui mangent des portions souvent inadaptées. Par exemple, de fromage, parce qu'ils adorent le fromage et qui sortent la boîte tous les soirs de fromage sur la table, donc on mange forcément 2-3 fois la portion. Le fromage, c'est vrai que ça coûte un petit peu cher, donc bien faire attention aux portions et favoriser donc d'aller au marché tous ensemble des producteurs plutôt vers l'heure de la fin afin de profiter des offres de fin de marché. Souvent ça se fait
sur Montauban, au marché des producteurs pour les fruits et les légumes, mais aussi la volaille, l'œuf, les œufs, le pain, tout ça. Bon, on a de la chance quand même à Montauban, on est quand même, je pense qu'il y a plus de 200 producteurs, voilà, dans le Tarn-et-Garonne, donc c'est... voilà. Ben, je vous remercie. Merci à toi, merci à tous les intervenants. Donc, pour récapituler un petit peu, vous m'arrêtez si je dis de bêtises, vous savez que j'en dis quelquefois. Donc, moi j'étais convaincu auparavant, mais donc il est important de privilégier une alimentation saine et équilibrée pour tout le monde, mais surtout en commençant par les enfants. Nous, c'est un petit peu ce qu'on avait connu quand on est né, puisque à l'époque il y avait moins de... Il n'y avait que Corvette, donc il n'y avait pas 36 magasins. Donc voilà, puis on mangeait ce que les parents produisaient. Donc on n'avait pas cette difficulté aujourd'hui où les enfants sont gorgés d'images de télévision et où donc les publicitaires sont très 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 malins pour vendre de la cochonnerie, mais qui est bonne la cochonnerie, donc, et qui donne un goût à envie d'y revenir. On connaît tous le danger du sucre. Le premier danger du sucre, c'est qu'il te donne envie d'y revenir de suite. J'ai bien noté le chocolat, Hélène, mais j'adore le chocolat quand même, mais j'en mange moins, j'en mangerai moins, il faut faire attention. Il faut, voilà, tout à fait, il faut toujours mesurer. Donc, il est important aussi, et Dieu sait si c'est un combat difficile à mener, c'est la sensibilisation à l'impact environnemental et à la consommation locale. Donc, moi je suis un des premiers adeptes, puisque je vais même jusqu'à recréer un jardin. J'en faisais déjà un autre, mais là j'ai recréé chez moi. Les ateliers qu'on a vécu cette semaine-là, sur les Gringos, donc ils ont démontré que quand on faisait les choses collectivement, et notamment avec les jeunes, à l'issue c'est toujours positif. Et donc voilà, il faut qu'on continue à proposer ça et essayer de le dupliquer un peu partout. Il ne faut pas que ça dépende de nous, parce qu'on n'est pas comme Crésus, je ne les multiplie pas les billets. Mais il est important, comme vous l'avez dit, tous les trois, tous les quatre, c'est l'implication des familles. Et donc on l'a vu par le recyclage, on l'a vu par les déchets. Ce sont les enfants. Quand on travaille donc avec le Sir Thomas, notamment dans les écoles, etc., les enfants prennent bien, s'imprègnent bien du bien fondé. Et donc, le disent aux parents, on l'a ceinture de sécurité, c'était le même débat. Les vieux ne mettaient pas la ceinture de sécurité, c'était les enfants qui faisaient. Donc, je pense qu'il faut créer des moments conviviaux autour de l'alimentation. On a fait des ateliers, notamment à Moissac, dans un quartier où il y avait beaucoup de populations dites étrangères, en fait non européennes, et où on a réussi à réunir quelques mamans et à créer des plats que tout le monde pouvait manger, éliminant la viande, comme ça ne posait pas de problème culturel ou cultuel. Mais donc, et ça a été partagé sur la place publique. Après, tout le monde était content. Donc, je pense que ça, c'est possible à faire. Donc, on va continuer à inviter les familles à s'engager à une alimentation plus saine et à privilégier les circuits courts. Donc, puis, il faut, mais là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu décourageant. C'est la réflexion sur l'impact de nos choix alimentaires sur la planète. On devait manger des tomates ou du raisin à Noël. Du raisin à Noël, c'était traditionnel, on a mangé. Parce que quand les vieux le cueillaient, ils le mettaient dans de la paille. Et donc, ils le ressortaient pour Noël. On a mangé.
Et il était meilleur que celui de maintenant, dont tu jettes la moitié quand tu l'achètes le 24 décembre. Si tu en trouves au marché, Oui, du chasse-là. Oui, oui, oui. Cultiver, enfin, conserver de cette manière-là. Alors, je ne sais pas si vous avez été attentif lors de la diffusion des planches. Il y avait quelques indications qu'il était important de retenir, parce que ça jouait pour faire le quiz. Le quiz. Alors, toujours pareil, pour se cultiver en s'amusant, donc via des questions, vous avez eu sur votre chaise un post-it rose et un post-it jaune, et ça va vous permettre de voter pour la réponse de votre choix, et la correction vous sera donnée par les intervenants sur scène. Donc, Philomène va faire défiler les plates. Voilà. Par exemple, à quelle saison correspondent ces plats? Donc, la ratatouille. Vous votez rose si c'est le printemps, vous le cueillez, vous le mangez, c'est le moment de le manger au printemps, à l'été, ou jaune si vous pensez que c'est en automne et en hiver. On fait comment? On les brandit? Mais vous les brandissez. Brandissez. Faites de l'exercice. Tout le monde vote rose. Ah non, Léon, t'as pas compris. C'est rose, bien sûr. Parce que la plupart de ces légumes poussent au printemps et à l'été. Et c'est là qu'on les fait. Hein. La question suivante. Alors là, la tarte aux fraises. Alors, jaune ou rose? Printemps-été, automne-hiver. Il y en a qui en bouffent toute l'année chez les pâtissiers, non? Donc, mais vous avez gagné, sauf Léon, c'est rose. Tu vas aller en prison, Léon. Le gratin de chou-fleur. Là, je n'étais pas d'accord avec Philomène, là, vous allez me départager. Le gratin de chou-fleur. C'est bon, hein? Et alors, jaune ou rose? Donc c'est le jaune qui a gagné. Les roses, vous êtes à l'amande, mais tout à l'heure on verra au buffet, on pourra. Mais j'avais tendance à dire que bon, voilà. La soupe de citrouille, quand même, celui qui se trompe, ça va caguer. Hein. Donc tout le monde est jaune, c'est bon. Allez. Chaque Français gaspille en moyenne 25 kg d'aliments consommables par an, dont 7 kg encore emballés. Oui, c'est vrai. Alors, vrai, c'est rose. Faux, c'est jaune. Si vous avez suivi... Oui, c'est vrai. Oh, juste là-bas. Ok, c'est vrai. Hélène vous l'a... C'était apparu à l'écran, Hélène vous l'a expliqué. Et là aussi, on en voit, y compris dans les restaurants. Et ce qui me fout le plus les boules, c'est quand ils mangent au buffet. S'ils pouvaient prendre la gamelle du chien pour y en mettre davantage, ils le feraient, ils laissent la moitié de l'assiette. Et ouais, si les Congolais, le ciel s'est obscurci. En moyenne, quel est le prix du gaspillage alimentaire par personne et par an? 50 € rose, 100 € jaune. Vous avez bien vu, bon, c'est bien. Non, mais j'ai les élus à côté de moi, tu sais que je n'ai pas intérêt à me faire un pas de travail. Hein. Depuis 2022, là, ce n'était pas écrit. Depuis 2022, les cantines scolaires ont l'obligation de servir au moins 50% de produits de qualité et ou durables, dont au moins 20% de produits biologiques. Je pense que c'est vrai. Voilà, Egalim 1, Egalim 2. C'est bon. On passe en 2019. Réfléchissez bien. Les cantines scolaires ont l'obligation de mettre en place une fois par semaine
un menu végétarien et ou un menu sans gluten. Moi, je vais mettre rose, végétarien. C'est végétarien. Le menu gluten, c'est malheureusement des personnes qui sont allergiques, mais voilà, de là, je pense qu'il faut qu'elle le signale. Elle ne doit pas manger à la cantine de toute façon. Parce que du gluten, il doit y en avoir à toutes les sauces, mais c'est très difficile. Pas facile. Choisir ses produits, alors là, Cécile l'a redit 30 fois, Hélène l'a souligné également. Choisir ses produits bio en vrac permet de faire baisser le prix. Ça, elle l'a affirmé. La question, c'est 1 à 3% rose, de 4 à 22% jaune. Alors, il y a les pessimistes et les optimistes. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Eh bien, c'est jaune, c'est jaune, c'est jaune, c'est jaune. Donc, moi, de temps en temps, ça m'arrive d'acheter, et donc, effectivement, il y a une variation de prix importante. Mais il faut penser à un menu bocal. Ah oui, mais c'est comme avant, on allait chercher le lait avec la bouteille. Ouais, ça, je me rappelle, oui. Et on l'a ramené, quand on achetait une bouteille de limonade, on ramenait la consigne. On dit, bien, c'est en train. C'est un éternel recommencement, c'est comme la mode. En moyenne, quels produits sont les moins chers? Les fruits et légumes, la viande et le fromage. Oui, c'est les fruits et légumes. C'est les fruits et légumes. Sans conteste, hein. Bon, eh bien, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc, est-ce que vous avez le temps est venu? C'est pas le temps des roses, mais c'est le temps des questions. Avez-vous des questions à poser à nos 4 charmantes et charmants intervenants? Je le dis parce qu'il est plus costaud que moi. Il veut pas après. Vous avez des questions, Léo? C'est juste à un moment donné, vous avez parlé d'intrants. C'est ça? Oui. C'est quoi? Ah. Les engrais. Les engrais produits, les engrais. Les intrants, c'est souvent des produits chimiques qu'on peut ajouter en agriculture pour favoriser la pousse, pour empêcher les insectes ou les champignons d'abîmer. Serge, ça m'étonnait que tu n'aies pas une question, Serge. Tu étais en faiblesse, sinon. Quelle approche on peut avoir sur les boissons qui contiennent du gaz carbonique, qui sont faites maison? Ah, les le soda stream, des trucs comme ça. Je dis pas que c'est pas bon parce que c'est pour la planète, c'est bon parce que c'est l'eau du robinet. Ben, ça permet de varier les boissons et de soi-même vraiment contrôler à quoi on les fait. C'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas donné trop d'exemples, mais c'est comme les eaux naturelles, comme on a proposé lors du buffet, au minéral naturel, un petit peu avec des fruits et des légumes trempés. Ben là, c'est pareil, vous pouvez aussi, ça permet d'augmenter les boissons, c'est toujours intéressant, mais pas que boire des boissons gazéfiées toute la journée. Voilà. En excès, c'est sûr que ça peut favoriser des ballonnements, une mauvaise digestion, mais on est là si vous pouvez que ça toute la journée, quoi. Mais pour augmenter les apports, 1 ou 2 verres par jour, ça peut être intéressant pour un enfant. Comme, par exemple, moi je leur dis souvent, oui, mais l'ice tea, une infusion à la pêche avec un petit peu de vanille marinée dedans, 2 ou 3 glaçons, et bien voilà, on peut rallonger avec un petit peu de jus de pêche, ça fait un ice tea maison avec de l'intérêt et peu sucré, quoi. Voilà. On a des alternatives, mais vraiment, ce qui pêche vraiment, c'est tout ce qui est Coca, soda, Schweppes, Capri Sun, enfin les enfants ne boivent plus d'eau, quoi. Je voudrais ajouter, est-ce que la boisson qui a été faite le vendredi, oui. c'était
c'était en fait de l'eau. Oui. De l'eau avec des de fraises menthe. coupées en petits morceaux. Ouais, du de la citron. menthe, du citron. Et des fraises. Et des fraises. C'est tout simple. Et tout le monde l'a trouvé excellent. C'est tout simple et on peut faire plein de déclinaisons avec les pêches blanches qui vont arriver, les framboises, enfin, on le fait trempouiller 10-12 heures, ou même on peut faire un peu moins, on avait fait un peu moins. On peut le faire la veille pour le lendemain, et les enfants en plus ils adorent une fois qu'ils ont goûté. Mais c'est voilà, le fait de le proposer plusieurs fois et vraiment ne plus acheter toutes ces boissons sucrées où dedans il n'y a que des conservateurs, des additifs qui sont vraiment pas bons pour le corps, quoi, qui empêchent au corps de bien fonctionner et qui créent même beaucoup d'inflammation et de dérèglement, quoi. Voilà. Et ça, nous on le voit quand on fait l'atelier vélo souci, quand ils font leur c'est les premiers faits. Il y en a quelques-uns qui nous disent qu'il n'y a pas, c'est pas sucré, évidemment. Mais beaucoup le trouvent bon. Oui, oula, oulala. Une petite question. J'ai des fois un choix cornélien. Quand je finis ma séance de vélo, j'ai le choix entre boire une bière ou boire un soda. Quel est le meilleur, quel est le moins bon? La bière. C'est la bière. Alors déjà, en premier, quand on descend du vélo, le corps il a besoin de s'hydrater. Donc c'est déjà un grand verre d'eau. Et après, bien sûr, on peut prendre une bière, toujours plus intéressant qu'un soda. On est bien d'accord. Mais avant tout, il faut bien s'hydrater, 1 à 2 grands verres d'eau et après la bière. Parce qu'en fait, on est déjà déshydraté après l'activité physique et il y a de l'alcool dans la bière. L'alcool déshydrate, donc ça majore la déshydratation. Donc il faut bien s'hydrater et après on peut prendre la bière. Voilà. Il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer l'agora. Ah, pardon, Serge, je n'avais pas vu. J'ai cru que tu me faisais oui, jour. Oui, ma question, vous avez parlé de limiter la viande. Qu'est-ce que vous entendez par limiter la viande? Combien de fois par semaine? Une petite indication. Dans les dernières recommandations, on est à 500 grammes de viande par semaine, d'accord? Donc, et notamment pour les enfants aussi, je préconise 2 fois de la viande rouge et après il reste 3 fois de viande, 3 portions, viande maigre, volaille. Vraiment, avec les légumineuses, en association avec les céréales, complètes ou semi-complètes, ou des fois si on n'a pas céréales normales. On peut couvrir les besoins nutritionnels de façon simple et aussi du coup manger moins de gras cachés, mauvaise graisse animale cachée. Donc vraiment la viande, il faut vraiment réduire nos portions, pas supprimer, mais la réduire. Voilà, ça 5 portions, ça fait 500 grammes par semaine. Et aussi, on n'a pas parlé, je vous ai oublié, les charcuteries. Donc, c'est les viandes transformées, tout ce qui est charcuterie. C'est vraiment 1 à 2 fois par semaine, et pour les enfants, ça serait qu'1 fois. Donc, on y évite. Privilégier les charcuteries vraiment les plus simples. Donc, le jambon sec sans le gras, bien sûr. Tout ce qui est bacon, plutôt que de la mortadelle ou des knackis ou tout ce que je peux entendre, les saucissons à l'ail. Bon, après, privilégier la qualité, bien sûr, l'acheter chez son boucher charcutier. Voilà. Notre triste ceci, la force. Donc, je disais que vous avez 3 revues pour poursuivre un petit peu cette démarche, vous cultivez dans cette démarche.
Donc vous avez trois ouvrages. Donc cuisiner en famille, c'est que du bonheur ou pas. Ça aussi avec les enfants, quand les parents ou les grands-parents cuisinent avec les petits-enfants, ça marche bien et c'est un bon moyen. Le guide à manger, bouger, là aussi, si on sort les enfants des canapés et qu'on les fait un peu faire du sport, des activités, c'est vrai aussi pour les adultes. Hein. Et tout comprendre sur l'alimentation durable. Donc, je vous invite à les parcourir. Je ne sais pas où on peut les trouver. Oui, il faut taper www. Voilà, ok. Donc, merci de votre participation. Je pense qu'on peut les applaudir parce qu'il y en avait deux qui n'étaient pas trop particuliers. C'est dommage que nous n'ayons pas eu davantage de public, mais on a poursuivi cet atelier, c'est un atelier d'une semaine, donc ça nous semblait une bonne initiative de créer une conférence à l'issue. Donc moi je